Bonjour à tous, des femmes de plus en plus des proies, on va le dire comme ça, facile de ces hors-la-loi tapis dans l'ombre qui continuent de s'aimer la terreur et d'ôter la vie à ces femmes. Le week-end aura été donc obscur avec le cas de la jeune fille qu'on a pu enregistrer du côté de Yaoundé, l'étudiante Kimwe Louise, voilà, qui était donc étudiante, qui a donc été froidement assassinée à l'entrée du domicile familial. Elle vient encore rallonger la liste de ces femmes qui perdent la vie dans les mêmes circonstances, toujours dans la capitale du pays. Et on se pose bien la question sur ce silence observé par ces autorités qui jusqu'ici peinent à prendre des mesures qui se veulent drastiques pour définitivement épurer la ville de Yaoundé. À Douala également, on n'est pas en reste le week-end aussi. C'est un homme qui a été lui aussi froidement assassiné. C'était dans son lieu d'activité, on va le dire comme ça. Lui qui a malheureusement tout aussi perdu la vie. L'insécurité, on le comprend assez bien avec ces exemples assez parleurs, assez évocateurs, assez alarmants et alertants même d'ailleurs pour inviter les uns et les autres à faire plus d'attention et inviter justement ces autorités à retrousser les manches et à vite pouvoir respecter ou du moins apporter cette paix, cette sécurité dont ont besoin les citoyens. Bien le bonjour à vous encore et merci de répondre présent à cet autre rendez-vous. On va démarrer ensemble la semaine, on va clôturer ensemble ce mois d'avril, oui, parce que lundi prochain sera le 1er mai, on parlera de travail, mais pour l'heure, on va dire bonjour à Dominique Audrey. Bonjour Dominique. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. L'histoire. Bonjour à vous, je m'appelle Sandrine, j'ai 29 ans, j'entretiens une relation avec un homme de 38 ans. Nous avons un enfant. Le problème est que cet homme vit chez eux et du moins il est dans un studio. Quand je suis tombée enceinte, il a convaincu mes parents que je vienne vivre avec lui et que d'ici peu, il viendrait faire ce qu'il y a lieu de faire. J'ai accouché chez nous, mais je suis allée chez eux quand l'enfant avait 1 mois. Étant chez eux, je ne me suis jamais sentie à l'aise, je ne me sentais pas à l'aise vu qu'il rationnait sa mère et pas moi. Je lui ai dit que je refuse que tu rationnes ta mère, moi-même je veux faire ma cuisine. Il était en position de faiblesse face à sa mère et ses sœurs. Un matin, j'ai fait mes choses et je suis partie devant sa mère et cette dernière ne m'a pas retenue, elle ne m'a pas arrêtée. Sa mère dit qu'il est successeur dans la famille, dans cette famille, et ne peut donc pas partir de la maison. Ça fait 1 an aujourd'hui que j'ai quitté la maison. Il revient aujourd'hui et me dit qu'il faut qu'on aille en location. Je lui ai demandé s'il en a parlé à sa mère. Il dit non et qu'il le ferait au bon moment. Je rappelle que sa grande sœur me demande de le laisser tranquille. Sa mère me demande si on a signé un pacte. Aidez-moi, est-ce que je dois aller en location avec cet homme ou je dois me séparer de lui? Honnêtement, pour te dire vrai, je suis dans une famille polygamique. Et ma mère est 3e femme. Mon père ne vit plus. Et depuis la mort de mon père, il y a tellement de désordre que personne ne gère l'autre au point où on ne s'adresse même pas la parole entre nous, membres de la même famille. Raison pour laquelle je n'ai pas pu me tourner vers un quelconque chef. Quand je suis partie de la maison, il n'a rien dit. Il n'est même pas venu voir ma mère. Il est resté silencieux. Sa famille me combat depuis le premier jour, depuis que j'ai demandé à avoir mon espace, ma maison, genre mon studio, ma cuisine, bref, mon petit chez moi. Je rappelle que je vis avec ses grandes sœurs, je vivais avec ses grandes sœurs et les enfants de ses sœurs. J'avais du mal à m'adapter vu que quand je faisais un truc sur mon enfant, ou sur ses sœurs, on me demande pourquoi tu fais X, pourquoi tu fais Y, faut faire comme nous. Si je cuisine et qu'elles n'ont pas l'habitude de ce genre de repas, on m'abandonne avec la nourriture. Si je porte un vêtement, tout le monde me critique, mais lui, il me dit, chérie, j'aime ça comme ça. Le problème est que quand ses sœurs parlent, il me disait, ne t'inquiète pas pour elles, ne les gère pas, ne les écoute pas, mais est-ce que c'est facile de supporter des injures tous les jours et de ne pas répondre? Genre, tu suis plusieurs lèvres à la fois, c'est toi qui veux le mariage, c'est toi qui veux l'école, c'est toi qui veux l'enfant, on ne t'a pas épousé, il faut pas venir vivre chez les gens. Je l'aime bien, je suis reconnaissante envers lui. Il m'a payé l'école après mon baccalauréat, notamment une formation en hôtellerie, chose que sa famille ne voulait pas. Il n'a pas fait ma dot et quand je lui demande de faire le nécessaire, il dit que pas pour le moment
Parlant de ma famille, je n'ai que ma mère. Je serai dotée chez ma mère vu que mon père ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, j'aimerais savoir comment est-ce que je devrais faire. Est-ce que je retourne vivre avec cet homme chez ses parents et avec ses sœurs, comment composer, ou alors on part en location, ou encore je me sépare définitivement de lui. Elle avoue l'aimer. Oui. Maintenant, c'est le comportement de la famille en question, du jeune homme qui, pour elle, pose problème. Ce qui l'a poussé à partir. Et sa belle-mère qui ce jour-là était assise et n'a rien fait pour l'empêcher de partir. Donc, elle a du mal, elle, à pardonner à sa belle-mère. D'une certaine façon, oui. Est-ce que lorsqu'on part, on doit nous retenir? Donc, elle voudrait que la belle-mère aujourd'hui vienne dire, ma fille, écoute, je m'excuse, j'implore ton pardon si j'ai eu une attitude un peu décalée. Humainement, on a tous cette envie quand on est offensé par quelqu'un, entre guillemets, Oui. de voir que cette personne fasse amende honorable et revienne sur ses pas, revienne sur l'acte posé et après on peut aisément passer à autre chose. Mais aujourd'hui, elle a du mal et avec les belles-sœurs qui lui demandent de laisser leur frère et avec la belle-mère qui pose la question de savoir est-ce que tu as signé un pacte avec mon fils? Pourquoi tu es comme une censure dans la vie de mon fils et tout ça. Donc la dame est là. Est-ce qu'elle revient avec cet homme? Comment elle va composer si jamais elle doit retourner vivre dans cette maison où elle n'a pas de cuisine? Tout est concentré pour elle chez la mère de cet homme-là. Comment est-ce qu'elle va gérer ça? Alors, vous, qu'est-ce que vous lui dites, Dominique Caudray, de faire avec, de savoir que le mariage, ou au moins la vie de couple, c'est aussi ça, c'est-à-dire des moments où on a tout ce qu'on veut, mais des moments où on est aussi obligé de pouvoir faire des concessions. Moi, je lui dis qu'elle n'a pas à faire le bras de fer avec sa belle-mère. Si on part sur une guerre avec la belle-mère, la plupart du temps, c'est perdu d'avance. Parce que vous ne pouvez pas arriver dans la maison de quelqu'un et vous estimer comme ça brutalement qu'il va arrêter de rationner sa mère pour vous rationner vous. Si votre mari, votre conjoint, votre partenaire, votre fiancé, tout ce que vous voulez, donne la ration à sa mère, ça veut dire que c'est lui qui s'occupe de la nutrition de tous les membres de la famille. Commencez à vous donner la ration à vous. Dans votre studio, ça signifiera qu'il va rationner pour deux. Moi, je me serais attendue, ou du moins l'idéal selon moi, serait que vous montriez de la volonté à votre belle-mère et progressivement, celle-ci vous abandonnera le soin de faire la cuisine, dans la grande cuisine. Peut-être vous faites à manger sur le feu de bois, sur le copeau, à l'extérieur. Donc vous avez l'impression qu'elle manque de volonté de faire à manger? Non. Est-ce qu'elle n'est pas refroidie par le gars en question? Parce que quand il vient rationner sa mère, il ne rationne pas la jeune fille qui est sa femme à lui. Est-ce qu'à ce moment, il n'est pas en train de vouloir tout faire pour tarir les sentiments de la jeune fille? Non, le monsieur rationne pour toute la maison. Oui, mais il rationne à qui? Chez sa mère. Elle est arrivée, elle a trouvé qu'il rationnait déjà chez sa mère. Mais pour elle, ça pose problème aussi. Oui, c'est normal que ça pose problème parce que vous voulez avoir votre espace. Mais maintenant, lorsque vous arrivez et que vous vous rendez compte c'est comme ça, vous parlez avec votre conjoint. Et s'il n'a pas la possibilité, parce qu'il est question maintenant de moyens, ça veut dire rationner 2 fois. Rationner à 2 femmes, donc tous les 2 jours fois 2, donc ça décuple l'argent qu'il doit donner. Vous composez avec lui ou alors vous essayez d'entrer, de présenter vos capacités à votre belle-mère qui progressivement ne se retrouvera plus à faire la cuisine, mais va vous dire, ok, Pamela, aujourd'hui, tu penses qu'on peut préparer quoi? Ben maman, on peut préparer le coquille ou bien on peut faire la sauce tomate et tout et tout. Ok, voilà l'argent, on va faire le marché. Et c'est elle qui va dire à son fils, ne viens plus me donner l'argent de ration. Puisque ta femme est déjà là, donne-lui l'argent et on va voir comment on va rester se gérer après. Donc je crois que les belles-sœurs, on ne les gère pas. Vraiment, si elles vous engueulent, vous pouvez les remettre à leur place. Les belles-sœurs. Maintenant, la belle-maman, vous devez vous plier. Vous êtes obligé de vous plier. Donc cette femme, il ne faudrait pas qu'elle donne l'impression à sa belle-mère que celle-ci fait à manger et on lui envoie son plat pour son mari, son enfant et elle. Il est important, si elle retourne dans cette maison, l'idéal même,
serait qu'elle aille arranger les problèmes avec sa belle-mère avant que son fils ne parte de la concession. Mais ce sera un peu difficile que cet homme parte de la concession puisque sa mère vous a déjà fait savoir qu'il est le seul garçon, il est le successeur dont il ne peut pas bouger. Vous gagnerez si vous tenez à ce foyer à arranger vos problèmes avec votre belle-mère, tout simplement. Wow. La cuisine, l'espace, tout ça vous pouvez l'avoir. Il suffit simplement d'être un peu plus intelligente. Est-ce que ce n'est pas Pamela Fomen, le jeune homme qui se crée les problèmes dans lesquels il se retrouve aujourd'hui parce que vous habitez chez vos parents, vous prenez une femme, vous n'avez même pas d'espace. La jeune fille a besoin de son espace, c'est-à-dire qu'elle a envie de faire elle-même à manger à son mari. Oui. Mais malheureusement, elle est dans une maison familiale où il devrait, ou du moins il a l'obligation d'honorer sa mère, ses frères, ses sœurs, tous ceux qui habitent là et qui comptent sur lui. Maintenant, comment faire pour trouver l'équilibre entre la femme qu'il faut pouvoir aussi honorer d'une manière que ce soit et évidemment sa maman à lui aussi qui attend que son fils vienne dire le matin, écoute maman, voici ce qu'il y a pour la journée, il faudra composer avec. On ne peut non plus demander à ce monsieur d'aller à l'encontre des propos de sa mère parce qu'il doit sauver sa mère. Il ne peut pas ce matin que c'est une fille parfaite, elle est irréprochable dans cette famille, mais votre belle-mère peut être contre vous, votre belle-sœur peut être contre vous, mais pas toute la famille entière. Ça ne dit pas la belle-mère, les belles. Ça veut dire qu'à un moment donné, je pense que la fille a posé un acte qui n'a pas plu aux membres de la famille. Mais à aucun moment on a mentionné cela. Oui, mais c'est elle qui raconte l'histoire. Vous savez, quand quelqu'un vous raconte l'histoire, forcément, la personne peut tirer la couverture de son côté pour vous laisser croire autre chose. Mais je dis, dans une famille, tout le monde ne peut pas être contre vous. Pas jusqu'au belle, il y a quand même une belle-sœur. Elle a mentionné que depuis qu'elle a revendiqué son espace, oui, que je veux mon espace, je veux ma cuisine, je veux ma maison et tout, c'est depuis ce jour-là que les guerres ont commencé avec ses belles-sœurs et sa belle-mère. Oui. D'accord. D'une certaine façon, oui, c'est ça. C'est parce que tu as dit que sa revendication. Les autres n'ont pas apprécié. Mais je t'entends dire que dans une famille, tout le monde ne peut pas vous détester, Isabelle Carole. Vraiment, même si toutes les belles sœurs, je veux dire, si elles sont 5, 4 personnes sont contre vous, il y aura quand même une personne qui va prendre le devant et vous dire non. J'avoue que Pamela est comme ça, mais au moins sur ce point, je peux accepter que non, elle n'a pas fait ça ou ça. Si la jeune fille veut aller si elle va aller en éclat avec sa belle-mère, ça ne peut pas marcher. Vous êtes d'accord que l'homme est clair dans ses propos, il ne peut pas laisser sa mère pour sa femme, non. Il essaie de trouver les voies de contournement, mais si la fille s'entête à dire que non, je ne suis pas là chez toi, je ne supporte pas quand ta mère fait ceci, ça ne pourra jamais marcher. Ce n'est pas comme ça qu'on entre. Le monsieur était clair, je vis dans une maison familiale, vraiment, quand tu décides de venir, tu vas te plier aux règles de la maison. On ne demande pas à un monsieur. Dominique Audrey l'a dit, si elle veut vraiment s'impliquer, qu'elle se rapproche auprès de sa belle-mère. Je pense que c'est la belle-mère qui va prendre cette responsabilité en disant à son fils, écoute mon fils, au lieu de me donner la ration, je préfère que tu donnes à ta femme est ma fille et elle peut parler. Vous demandez à la jeune fille d'aller présenter les excuses à la belle-mère. Pourtant, elle est dans une logique où c'est sa belle-mère en fait qui devrait lui demander des excuses. Elle n'a pas à imposer. Parce que quand elle est partie, sa belle-mère n'a rien fait pour la retenir. On dit même dans la relation, avant de bouder ton homme ou ton gars, rassure-toi qu'il t'aime vraiment. Parce que tu peux bouder, tu pars, tu crois qu'il va te suivre ou ne te suit pas. Donc, je pense que la jeune fille a posé un comportement vraiment indécent au point où la mère a senti qu'ici, ce n'est pas bon. Elle doit se plier à sa belle-mère, vraiment. Je ne vois même pas où il y a le débat. Une fille qui va en l'encontre de sa belle-famille, les belles-sœurs, oui, on peut comprendre. Et puis même, j'ai du mal parce que les belles-sœurs doivent penser dans les problèmes pareils. Qu'elles aillent se marier, qu'elles trouvent leur mari, elles font ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas à s'ingérer. Non, je parle aux belles-sœurs. Oui, mais on parle de leurs frères. C'est les frères, mais elles n'ont pas besoin de s'impliquer autant que ça dans la relation de leurs frères. Non. La belle-sœur n'a pas posé un problème à leur frère. Donc, je pense que les belles-sœurs, à un moment donné, doivent prendre un peu du recul. Si elles aiment vraiment leur frère autant que ça, qu'elles essaient de trouver un terrain d'entente entre leur mère et la femme de leur frère. C'est aussi ça. Et parce que la fille est seule dans la situation. Parce que même sa famille n'est pas impliquée dans le problème. Il n'y a qu'elle seule contre toute cette famille. Donc, si les belles-sœurs se rendent compte que, d'accord, la femme de notre frère n'est pas à l'aise, ils sont d'aller parler à notre maman. Ça se fait également dans les familles. Vous sentez que votre frère ou la femme de votre frère ne s'entend pas votre mère. Vous partez vers votre mère, vous lui dites, ouais, maman, toi aussi, tu ne trouves pas que tu es un peu dur avec la femme là. Si tu essaies de lui parler comme ça, est-ce que, parce qu'en réalité, ta belle-fille, c'est ta fille. Si tu n'avais pas parlé à ta belle-fille, tu ne parleras non plus à tes filles qui sont à la maison. Donc, je pense que les belles, c'est vraiment, mettez-vous à l'écart. Si ça vous dérange autant que ça, allez vous marier. La mère ou alors la fille qui se plaint aujourd'hui aide à se rapprocher auprès de sa belle-mère. Parce que même si l'homme décide d'aller en location,
Ce qui est surtout des décisions qu'il va prendre, il va toujours vouloir consulter sa mère, qui ne sera forcément pas du même avis que lui. Ça va toujours poser un problème dans sa relation, même s'ils sont à distance. C'est-à-dire que même si le monsieur vit autre part avec sa femme, tant qu'il va falloir prendre une décision, il va consulter sa mère. Chérie, écoute maman, j'ai envie d'acheter un terrain. Sa mère va dire que c'est pour vivre avec cette fille, je ne suis pas d'accord. C'est toujours un problème. Donc avant même de sortir, avant de prendre même une responsabilité comme quoi maman, je vais en allocation, je vais vraiment un peu me retirer de la maison familiale, il va falloir que le climat soit très bien entre sa femme et sa mère. Sinon, ça ne sert à rien. C'est un mariage qui sera... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte les avances de cet homme. Parce que là, elle est sortie, elle n'est plus dans la case familiale. Donc maintenant, elle veut savoir, est-ce qu'il faut refaire avec lui ou alors passer vraiment à autre chose? Si les deux s'aiment vraiment, en fait, allez-y. Qu'ils aient en location. Oui, mais je crois que je l'ai précisé tout à l'heure, avant d'aller en location, que la jeune que le mari conseille sa femme, chérie, avant qu'on aille en location, je préfère que tu vas rencontrer maman, à tort ou à raison. D'accord. On ne juge pas la mère devant Et une fois que c'est fait, on va en location. Oui, si le climat est bien, c'est tranquille, la mère a donné l'autorisation qu'elle parte en location avec son mari, c'est tout. D'accord. Ça, Amel, est-ce que c'est ce qu'il fallait faire dès le départ? Et là, il a manqué de justesse. Aller en location, vivre son amour avec sa femme, à l'abri de tous les regards et mener sa petite vie. Lorsque vous prenez faire part de deuil, on parle d'un monsieur qui est décédé. On met grand-père, père, frère, petit frère, cousin. Il y a une panoplie, généralement, qui accompagne, définissant le statut que le décutus, donc le défunt, porte dans cette famille. Citons les fonctions de ce monsieur. Il est chef de famille, c'est-à-dire le père, le mari de sa mère. Il est le frère. Il est le frère de ses sœurs, si vous voulez, appelons ça simplement le frère de ses sœurs. Il est le mari ou l'époux d'une femme. Ça fait 3 casquettes. À quel moment se départit-il de ces 3 casquettes? Doit-il laisser sa femme veuve, celle dont il est successeur? Doit-il laisser sa mère, parce qu'il est fils? Doit-il laisser sa mère affamée? Cette fille, je ne sais pas si elle réfléchit. J'ai l'impression que cette fille a un problème. Non, mais il doit bien avoir une femme dans sa vie, J'ai l'impression... même s'il est successeur. On n'a pas dit non. Lorsqu'il y a eu des événements dans ce pays et il fallait, après que Monseigneur Dokmo ait eu à poser un ensemble d'actes, il était question d'arrêter Monseigneur Dokmo. Et il aurait dit une lettre, on l'envoie au Vatican. Le Vatican dit arrêter Dokmo, mais laissez Monseigneur. Comment faire la part des choses? Cette fille ne réfléchit pas. Cette fille a des soucis d'intelligence. Elle n'a pas l'intelligence des situations. L'intelligence des situations aurait voulu qu'elle fasse quoi? Est irrecevable. L'intelligence des situations, Charles Amel, aurait voulu qu'elle fasse quoi? Qu'elle se comporte comment vis-à-vis Le de sa belle-mère? successeur ne quitte jamais la maison familiale. Montez, vous descendez. Le successeur ne quitte jamais. C'est à lui qu'on remet la clé de la chambre du père. On dit tiens, c'est désormais ta clé. Nous viendrons te rendre visite. C'est comme si vous demandez à un chef de village d'aller vivre, d'aller construire sa maison et de vivre, non? Le chef du village a la chefferie et le locataire. Ce n'est pas chez lui, c'est pour le peuple. Il n'est qu'un locataire temporaire. Aucun, c'est comme si les enfants d'un chef se lèvent en disant notre père était chef, c'est notre bien. Zéro. Lui, il est successeur. Mais là, la femme, en arrivant, je rejoins Dominique Audrey, pour une première fois, devrait négocier son entrée. Elle est arrivée avec le tempérament des jeunes filles. Je suis, c'est mon.
c'est je dois. Elle est amoureuse, ça. On s'en fout de l'amour. On s'en fout. C'est qu'un détail de l'histoire. L'amour a causé plus de décès que toutes les bombes nucléaires jamais visitées dans ce monde. Oui. Je dis, l'amour, pris sous votre angle, a occasionné plus de décès que toutes les bombes Nagasaki et Hiroshima. Faites très attention. Donc, cette femme qui a posé le problème à Dominique Ondré a mal posé le problème. C'est normal qu'il rationne sa femme. Il ne rationne pas sa mère. Elle a écrit en disant, il rationne sa mère. Tous les jours, il rationne sa femme. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? À quel moment, en quelle année est-ce qu'elle aura aussi sa part de ration? Il rationne sa femme. Et elle dans tout ça, Charles. À partir de quel moment est-ce qu'elle aura sa ration à elle? Je dis, il rationne sa femme. C'est à sa femme de déléguer les pouvoirs, les responsabilités à l'une de ses filles. Voilà pourquoi je dis, elle n'a pas encore atteint le niveau de belle-fille ou de fille aux yeux de la maman. Oui. Elle n'a pas encore fait ci. Mais elle dit également, elle est partie, la belle-mère n'a pas bougé d'un pouce. C'est pour vous dire qu'on s'en fout. On s'en fout. Vous croyez que ça surprend un homme aujourd'hui qu'une femme sort du foyer? Tu veux partir, tu pars. Mais ça veut dire qu'elle n'a jamais été aimée. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Vraiment, définissez-moi un peu ce mot-là. C'est quoi l'amour? Qu'elle soit retenue par sa belle-mère, pour elle, c'est un signe d'amour. Retenue? Oui. Mon chéri, écoute, ne pars pas, attends, je vais parler. Non, mais avant de partir, elle devait dire à sa belle-mère, belle-maman, vraiment, je ne suis pas. Qu'est-ce qu'elle a je veux partir. Et la belle-mère lui dit non. Dans les réponses, dans les insultes qu'on lui envoie, il y a tout. Tu forces quoi? Elle dit en haut, on ne m'a jamais douté, on n'a jamais fait. Tu forces quoi? On te pose, c'est pour te dire que libère. Tu n'as pas fait tes preuves, libère. Cette fille ne parvient, ça suppose qu'à la maison, elle s'occupe de la chambre de son gars. Elle attend que sa belle-mère prépare. Elle attend que sa belle-mère prépare. Elle ne va pas à la cuisine. Elle n'assiste pas à sa belle-mère. Elle ne lave pas la cuisine de sa belle-mère. Elle ne lave pas les assiettes. Elle ne manipule pas le pilon, le mortier, la pierre écrasée. Elle est étrangère, restant sous le principe que j'attends ma part ici. Je connais ce genre d'exemple où vous avez des femmes, parce qu'elles vivent dans la concession familiale, son gars a sa chambre, son petit studio, il y a la maison familiale où on fait tout. Elle se bat à acheter sa plaque à gaz, son gaz, elle fait tout. Vous préparez vos nourritures là-bas, elle prépare pour être là. Le jour qu'il y a là, elle prépare pour son gars, elle mange, elle ne vous calcule pas. C'est amener la division. Cette femme doit revenir à des sentiments africains, le principe de la communauté. Bon, allez négocier avec la belle-mère. Elle rentrera comment? Qui t'a chassé? C'est ça le problème. Qui t'a chassé? Elle rentrera comment? Lorsqu'elle va arriver, les premières personnes qu'elle va trouver, c'est ses belles-sœurs. Qui vont de façon permanente lui dire, ah, le gars là t'a trompé. Quand tu es parti, c'est maintenant que tu reviens. Elle aurait un mal-être. Et elle se rend compte que son départ n'a pas entraîné le départ de son gars. Bon, Mbinga, vraiment, est-ce que ce qui arrive à la jeune fille aujourd'hui, c'est simplement, elle a fait preuve d'ignorance. Elle ne sait pas entêter d'une situation, ou alors elle n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Mais peut-être qu'elle ne savait pas, elle ne connaissait pas les règles, l'enjeu, le jeu, comment le faire. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas question pour le jeune homme de ramener la jeune fille, de pouvoir l'éduquer? Non. D'abord, si c'est le jeune homme qui avait posé le problème, je lui aurais dit, mon fils, laisse-la partir. Comme c'est elle qui pose le problème, je dis, ma fille, stage non concluant. Stage de mariage non concluant. Et tout. Là maintenant, même pas ton comment vous appelez ça, ton fiancé ou tout. Va toi-même, puisque vous parlez de l'ignorance. L'ignorance est la plus pire des maladies, justement. On vous dit toujours, pour ceux qui suivent cette émission, essayez d'intégrer les familles. Lorsque vous épousez un homme en tenue et qu'une semaine après, il est dans le détachement des Nations Unies qui va au Cambodge, vous allez revendiquer quoi? Que je dors seul, ça. En fait, ça veut dire que vous n'avez pas
vu cette intelligence de situation, comme disait Chalamel. Ce qui est ici en cause, en fait, c'est que la fille est dans le schéma mental des Dupont, des Mitterrand. Là-bas, le couple renvoie d'abord aux relations conjugales, avec une teinte de relations sexuelles. La famille, le couple en Afrique renvoie à la notion de groupe. Voilà les deux notions qu'il faut mettre en jeu, que les jeunes filles aujourd'hui devraient intégrer. Donc en fait, ici, c'est pour ça que les couples modernes ont des problèmes. La famille, qu'on peut considérer comme un groupe intérimaire, est là pour renforcer la cohésion et la stabilité du couple qui s'installe. C'est ça la dot. Elle-même dit, ma mère n'a pas été dotée, donc pourquoi elle le dit? Ça veut dire qu'il y a un conditionnement dans l'organisation sociétale qu'elle connaît. Ça revient donc qu'elle n'est pas ignorante, qu'elle connaît, mais elle a intégré des notions qui ne cadrent pas avec. C'est pour ça que la belle-mère a laissé partir. On ne devrait pas la retenir. Elle ne devrait pas. Ça veut dire qu'en fait, elle n'a pas attendu. On donne l'argent à maman. Qu'est-ce qui l'empêche, elle a un enfant de mois, d'aller quand l'enfant dort, d'aller auprès de maman? Maman, quelle est souvent votre nourriture aussi? Est-ce que le grand-père mangeait quoi? Est-ce que pour s'imprégner et par voie de conséquence s'intégrer dans la famille, elle commence déjà à mettre des divisions pour celui qui est successeur? Et ça commence comment? Et elle-même dit, sa famille est polygame, sa maman est troisième femme. Et elle ne connaît pas ça. Pourquoi? Ça veut dire qu'en fait, stade non concluant, mariage impossible. Non, mais elle a bien dit qu'elle elle pose mariage impossible, ma fille. Parce que là, il y a au moins deux équations à gérer très complexes avec la belle-mère et avec les belles-sœurs. Ouais. Ce sont les belles-sœurs qui te dansent, c'est pas maman. Maman est là-bas dans son coin. Qui va te danser? Mais bon, Megan, vraiment, soyez un peu réaliste. On est d'accord que dans une famille, tout le monde ne va pas vous célébrer. C'est automatique. Ça veut dire que vraiment, s'il faut attendre que les belles-sœurs vous aiment, je crois que personne n'ira à la mairie. Oui, justement, l'amour, dans le sens, on le répète ici, dans le cadre d'un mariage, c'est le devoir. Ce n'est pas chérie, je t'aime, mais vraiment, non. Quand vous voulez vous marier, l'amour devient le devoir. Mon mari aime ceci. C'est pour ça qu'on vous a dit la semaine dernière, il faut lui apprendre à se laver, à ne pas se laver. C'est ça le devoir, c'est ça l'amour maintenant. Ce n'est pas que pendant mon anniversaire, on va m'acheter les plaquets, les ceci. Non. Non, ce n'est pas ça. C'est que son mari a grandi avec quelle alimentation? Qu'est-ce que son mari aime? Qui mieux que sa belle-mère peut lui dire ce que son mari aime? Comment la personne qui succède son mari recevait les gens? Parce qu'on veut voir à son mari qui est successeur de pérenniser la manière que, j'allais dire, son grand-père recevait les gens dans la concession. Ils sont de l'Ouest. Il viendra encore nous dire, hey, non, moi, vos trucs de coutumes là, vraiment, je ne sais pas. Bon, je parie que elle-même, elle ne rechigne pas à ça. Voilà donc une fille qui n'a pas voulu apprendre. Maintenant, si elle veut revenir, ce n'est pas à nous. C'est à toi de te plier, d'aller résoudre cette équation. Maman ne suffit pas, parce que tu as créé l'équation des belles-sœurs. Il faudrait au moins savoir 2 ou 3 qui pourraient convaincre les autres. Mais ce sera très très difficile. Très difficile pour toi, ma fille. Vraiment difficile. Donc autant mieux tourner la page. Oui, oui. Stage non concluant. C'est elle qui a mal conclu son affaire. D'accord. 1 ou 2 messages, Pamela. Et puis on passera à la colère. On avait envie de savoir ce qu'ils nous disent par rapport à l'attitude que devrait adopter la jeune fille aujourd'hui qui a soif de nos avis. Francine depuis Bertois, dans le contexte que la femme devrait se plier devant sa belle-mère, je ne suis pas trop d'accord parce qu'il y a des belles-mères que lorsque vous aimez,
il y a des belles-mères, lorsqu'elle ne vous aime pas, elle ne va jamais vous aimer, même si aujourd'hui vous êtes avec ou contre son fils. Il y en a des belles-mères comme ça, on en trouve dans notre société, surtout si la belle-mère était trop attachée à son fils. Cela existe d'ailleurs, je l'ai vécu dans une belle famille. C'était très compliqué, je dirais, à cette femme de sortir de ce ménage. Vous n'avez pas été la fille de cette dame? Non, on peut comprendre la jeune fille, il y a des mamans qui sont très collées à leur fils. Coller, c'est une chose, mais refuser que son fils se marie, c'est autre chose. Très collées à leur fils. Merci Pamela Fomen. On va donc passer directement à la colère. Merci à Dallas Tana, c'est lui qui a surtout parlé de réalisation. Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect des conditions posées par les partenaires étrangers et la timide mobilisation des fonds dans le cadre du projet de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À 8 mois de la clôture de la phase 1, les réalisations restent tributaires des partenaires techniques et financiers du Cameroun, ceux qui avaient promis, donné, accompagner le Cameroun dans la reconstruction de ces différentes régions, semblent rester silencieux. Je m'interroge ce jour sur cette affaire parce que rendu à la dernière session, tous ont mis les mains sur la tête, alors que les ONG observatrices de la situation abordent la question d'une reconstruction sur 70% des zones hautement sécurisées. Pour un budget global de 154 milliards de francs CFA, parce que le montant initial était de 89,5 milliards, le Cameroun a pu réunir à date 13 milliards de francs CFA, soit 8,9 milliards représentant la quote-part de l'État camerounais, 1,2 milliard au titre d'apport du secteur privé, 3 milliards du Japon et 400 millions de francs CFA du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Devant la timide mobilisation des fonds, le Cameroun a récemment entrepris de contracter un prêt de 21,155 milliards de francs CFA auprès de la Banque islamique de développement. Comment comprendre qu'à 8 mois de la clôture de la phase 1 du plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, rien ne semble bouger. Une phase de relance qui théoriquement prendra fin le 31 décembre 2023. Comment comprendre que de tous les pays, amis et partenaires techniques et financiers, seul le Japon a apporté 3 milliards de francs CFA pour la reconstruction de ces deux régions? Comment comprendre que les promesses faites depuis 2019 par ses partenaires étrangers tardent à se concrétiser? Qu'est-ce qui bloque? Le fait qu'ils ne croient pas en cette chimère de reconstruction, ou alors le fait qu'ils ne voient pas la fumée blanche. En rappel, à la suite des déclarations du ministre français des Affaires étrangères en 2019, l'ambassadeur de France au Cameroun avait indiqué que son pays conditionnait le déblocage de ce financement à la pacification de ces deux régions. Il avait dit, je cite, « Avant de commencer la reconstruction, il va falloir que les régions soient pacifiées. Il va falloir que vous aboutissiez à un accord de paix entre les bandes armées et le gouvernement », avait affirmé Christophe Guilou au cours d'un entretien diffusé le 19 avril 2020 sur la télévision publique. Pourtant, 2019 marque cette année-là où les deux régions anglophones du Cameroun avaient été reconnues dans un élément de paix comme zone économiquement sinistrée par un décret du président de la République, Paul Biya. Les autres partenaires tiennent inexplicablement le pas et se font toujours désirer malgré les relances du comité de reconstruction. Pour financer ces projets, le gouvernement camerounais
avait pris en tâche avec plusieurs de ses partenaires, dont la France, les États-Unis, la Suisse, le PNUD, l'UNICEF, le HCR. C'est le cas de la France, qui avait promis 62 millions d'euros, soit 40,669 milliards de francs CFA il y a 4 ans. Rendu à ce jour, Paris ne donne, du moins, aucune information sur la mobilisation de cet argent. Les autorités camerounaises en charge du projet attendent pourtant impatiemment l'effectivité de ces promesses. N'ayons pas peur des mots. Le projet de reconstruction peine en effet à mobiliser les fonds pour financer la construction des infrastructures détruites par le conflit. Pendant les 10 prochaines années, nous avait-on annoncé, le gouvernement projetait notamment la réhabilitation de 350 écoles, 115 centres de santé, 40 ponts, 400 points d'eau, 500 km de lignes électriques, basse tension, 600 km de routes rurales, 45 marchés et 12 000 maisons, sans compter environ 25 000 hectares de plantations. Jusqu'à ce jour, on regarde, on observe et on attend impatiemment que les fonds soient collectés, mis à disposition. Qu'est-ce qui bloque? Lorsqu'on sait que juste à côté, il y a le Canada qui se propose depuis et rien ne bouge. Finalement, on les aura ces 150 milliards, on les aura cette reconstruction, ou alors, c'était juste, il faut le dire, une pirouette lancée, tournée, fabriquée, conçue pour obtenir les financements. Et merci à vous, Charles Hamel, pour cette colère. Parlons de ce non-respect de ces conditions posées par les partenaires étrangers, parlant on va dire cette timide mobilisation des fonds dans le cadre du projet de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. On sait effectivement, Bombingan, on a besoin, on a soif de ça, de reconstruction, parce que jusqu'ici, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas encore correct de ce côté-là. Le retour à la paix de façon suffisamment palpable, c'est pas encore le cas. Vivement, on est tous en train de le souhaiter. Mais quand on fait le bilan jusqu'ici, les frasques Bombingan sont énormes. Ça veut dire que parlons de reconstruction, il faut des fonds assez lourds pour pouvoir remplir tout cela. Mais jusqu'ici, on remarque quand même qu'il y a une absence de célérité dans cette volonté de pouvoir reconstruire les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Justement, et c'est compréhensible parce que le problème ne trouve pas de solution. Le problème n'est pas la destruction des infrastructures seulement et les tueries qui ont eu lieu. Le problème est éminemment politique, c'est-à-dire comment faire en sorte que les blessures internes subies dans le cœur soient cicatrisées. C'est ça le problème. Je prends un exemple. Monsieur Ayoub Tabé, l'un des leaders, il est né après les indépendances. Du moins, après l'indépendance du Cameroun, il est né dans les années 62. Mais qu'est-ce qui l'amène à poser le problème, la question anglophone, alors qu'il est né après la réunification de 61? Simplement parce qu'il y a un construit qui est toujours brisé par les francophones. Ce construit, j'allais dire quoi? Ce problème créé en mars 1916, on a voulu mettre un semblant de solution en 61, ça ne peut pas donner, ça ne pouvait pas donner. Parce que en fait, de 1916 à 1961, beaucoup de choses se sont passées. Et de 61 à 72 encore, c'est comme si les autorités françaises et le Cameroun francophone ne voulaient plus une identité anglophone dans ce pays. Donc en fait, au lieu de prendre la gestion de deux héritages coloniaux et de les solder, on a voulu nier un héritage colonial britannique et faire la prépondérance, j'allais même dire la promotion de la francophonie au détriment de l'autre. Ça là, on va régler ça comment? Donc en fait, ce ressenti-là restera. Ça ne
On va pas faire les routes de Douala, Mundeba jusqu'au Nigeria. Oui. Non, ça ne résoudra pas. Parce que, en fait, le fait de créer un port à Kribi et pas à Victoria, j'ai parlé de Victoria parce que c'était avant Libé. Puisqu'on parle du port de Victoria depuis longtemps, on a même créé une agence de la BEAC à Victoria. On a créé la Sonara qui ne bénéficie pas trop aux ressortissants de la zone de l'Ouest Cameroun, comme on l'appelle, le Cameroun occidental. On a enlevé, ils avaient une compagnie aérienne qu'on a tuée, beaucoup de choses. Comment vous allez régler ça? C'est vrai, il est bon que les bâtiments ou alors les édifices détruits depuis 2016 aujourd'hui soient reconstruits. Mais ça va au-delà de ça. Est-ce que ce que vous évoquez aujourd'hui, est-ce que c'est possible, c'est réalisable? Parce que quand on observe un peu les façons de penser et d'agir de ces autorités-là, on a le sentiment que la priorité, c'est de pouvoir reconstruire ces infrastructures sociales, par exemple, de base qui ont été détruites, de pouvoir mettre cela à jour pour que les enfants puissent aller à l'école, les hôpitaux puissent être ouverts, ces édifices puissent être encore là, la ville puisse être, d'une certaine façon, que ce soit un tout petit peu redoré. Justement parce qu'on pose ce problème comme le problème général du développement Cameroun. Oui. Et il y en a parmi nous qui avons dit au chef de l'État lorsqu'il convoquait le grand dialogue national que le problème était mal posé. Il fallait poser la question anglophone. Il ne fallait pas lier à cette question anglophone les problèmes du développement de tout le pays. C'est mal posé. Il faut d'abord résoudre l'héritage colonial. Maintenant, les problèmes des infrastructures, on les trouve à Kayeli, on les trouve partout. À Yabassi, ici à côté, on les trouve entre Kribi et Bolova, on les trouve partout. Donc, soldons d'abord notre passé colonial. Si on ne solde pas le passé colonial, on pense qu'on veut faire du saupoudrage, on ne pourra pas. Et justement, c'est pour cette raison que Monsieur Le Drian, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères françaises de la coopération de l'Europe, avait demandé aux opérateurs économiques et à tout le monde, ce que Charles Hamel répétait là tout à l'heure, de se préparer pour la reconstruction de la zone anglophone. Mais ça tarde justement parce qu'on s'est dit, ce n'est pas les ponts, les écoles, les hôpitaux. On peut bien les construire, mais ça ne résoudra pas le problème. Parce que c'est à l'intérieur, c'est dans le cœur. Si vous prenez un cas, une maman qui a un enfant qui est ambazonien et un autre qui est au Bir, il va dire à son enfant du Bir que comme tu vois, ton frère vient manger à 21h, viens le prendre. Du tout. Voilà. Ou bien il va dire à celui qui est ambazonien que non, ton ami du Bir, on leur donne souvent les pauses. Il vient souvent me rendre visite entre midi et 13h. C'est là où viens le capturer. Il ne dira pas. Elle ne dira pas non plus aux forces maintien de l'ordre que mon fils, voilà, il ne dira pas. Elle restera là, va vous regarder. Donc, vous avez dans le cœur d'une maman qui a un enfant en forêt et qui est l'autre qui est là-bas au Bir. Comment on peut résoudre ça? On ne peut résoudre ça que si on revient à la résolution 1608 des Nations Unies. Et parfaire cela, la résolution disait que le Cameroun occidental acquiert son indépendance en se joignant au Cameroun oriental. Les deux verront ensemble les conditions de leur épanouissement. Et ces conditions-là, on ne les a jamais mis en place véritablement. Donc il faut qu'on reconnaisse. Regardez, les lycées bilingues, c'est 2 lycées. Parce qu'on a pensé qu'on pouvait jumeler les 2 systèmes. Ce n'est pas possible. Dans le système anglophone, quand un enfant te dit « fais science », il a ses mathématiques, oui. Ça ne comble pas de l'histoire et tout. Vous allez donc jumeler ça comment? On dit on fait les lycées bilingues. Ce n'est pas possible. Même les lycées bilingues, ce n'est pas possible de les faire. D'accord. Merci, Maman Bengan. Alors, Pamela Fomen, si on va dans le même sillage que Maman Bengan, le problème se situe au niveau de l'équilibre. Comment arriver à trouver l'équilibre? Parce qu'en réalité, il fallait commencer par cela avant d'arriver à cette fâcheuse crise anglophone. Alors, si on peine déjà à trouver cet équilibre-là, aujourd'hui, on connaît dans quel état se trouvent ces régions-là, parlons du nord-ouest et du sud-ouest, et on a ce non-respect de ces conditions posées par ses partenaires pour aider le Cameroun à sortir de cette mauvaise passe.
Quels sont ici, s'il faut simplement prendre le cas du pays dont on a coutume d'évoquer, notamment la France, dans la résolution de cette crise, comment est-ce que vous jugez le rapport? Bon, je dirais que la France a fait une promesse au Cameroun, je crois que c'était en 2019. Nous sommes rendus en 2023, c'était pratiquement 62 millions d'euros à les convertir en France, c'est ce que ça fait. Et jusqu'à aujourd'hui, la France ne s'est jamais prononcée en dehors de je vais dire sur le plan matériel, en dehors de ce qu'ils ont fait comme promesse. Et puis même, ils sont allés plus loin en disant que le problème de la crise anglophone ne sera résolu, ne peut pas être résolu sur le plan militaire, uniquement sur le plan politique. Et je vais aller plus loin en parlant du Japon, parce que le Japon, je me rappelle, l'ambassadeur du Japon au Cameroun, c'était le 10 mars 2023, est arrivé, ils ont signé des accords avec certaines entreprises pour le financement et des nombreux montants ont été déboursés pour résoudre les deux régions. Ils ont précisé que le montant était prévu pour les deux régions, nord-ouest et sud-ouest. Mais jusqu'ici, on a vu le grand dialogue national, ce que ça a donné. On a même vu la sortie du président de la République qui a instruit des ordres au ministre de l'économie en disant de signer un partenariat avec une banque islamique. Donc, il était question qu'on retire des fonds là-bas pour résoudre la crise anglophone. Mais jusqu'ici, entre 2016 et 2023, le bilan n'est pas vraiment convaincant. Et là, on est obligé de se retourner vers le chef de l'État parce que c'est quand même lui le garant de la nation. Et il devrait pouvoir tout au moins se mettre à la place de ces populations-là qui sont obligées de se délocaliser, d'être des propres réfugiés dans leur pays, qui sont sans abri, qui ne sont plus scolarisés en raison de cette fâcheuse crise-là. Est-ce qu'on ne devrait pas pouvoir se retourner vers lui et vraiment pointer du doigt comme étant le principal responsable? Tout à fait. Je pense que le chef de l'État est garant de la sécurité des Camerounais jusqu'ici, même s'il y a des délégations qui sont faites. Mais je pense que lorsqu'il y a un problème pareil, on doit toujours se réfugier vers le chef de l'État. C'est pourquoi il y a eu le grand dialogue national. C'était vraiment un tour pour permettre à ces personnes, que tu sois anglophone ou francophone, de vraiment poser le problème afin qu'on puisse résoudre. Mais si au sorti du grand dialogue national, on n'a pas pu trouver des résolutions, peut-être de manière verbale, mais sur le plan pratique, on n'a véritablement pas eu de grandes choses. Je pense qu'on pourrait encore, pourquoi pas, se retourner vers le chef de l'État afin qu'il nous dise que, OK, nous nous sommes rendus à la fin d'un dialogue national qui n'a peut-être pas marché. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Est-ce qu'on continue de vivre la crise? Parce que même dans le quotidien des Camerounais, ça se ressent. On ne peut pas compter les personnes qui se sont déplacées, sorties de ces zones pour se ramener peut-être en Douala ou à Yaoundé, n'importe quoi. Ça a un impact majeur. Vous voyez, même au niveau de la location, carrément, tout a augmenté. Celui qui payait, je vais dire n'importe quoi, 10 000 francs le mois, se retrouve en train de payer 15 000 francs parce que tout le monde est revenu, les enchères ont augmenté. C'est-à-dire que même jusqu'à dans le quotidien des Camerounais, vraiment, c'est vraiment difficile. Donc, je pense qu'on va se retourner une fois de plus vers le chef de l'État. Parce que si on ne le fait pas, on ira vers qui? Maintenant, c'est le chef de l'État de faire maintenant, de demander un rapport aux personnes à qui il a délégué certaines responsabilités, de lui dresser un rapport de ce qui a été fait. Mais je pense que les Camerounais devraient se retourner vers le chef de l'État. C'est lui la seule personne à nous donner les explications en ce qui concerne la résolution de la crise anglophone. Mais jusqu'ici, Dominique Audrey, le pas qu'on observe n'est pas alerte, c'est pas prompt. Pourtant, on sait que les besoins sont pressants. Il y a tellement de personnes qui décèdent parce que vivant dans des conditions ou encore dans un environnement hyper drastique, ce qui ne favorise pas le respect des règles élémentaires d'hygiène pour prendre cela, ce qui fait que le nombre de décès ne cesse aussi quelquefois de s'alourdir. Ces familles qu'on retrouve dans d'autres villes, quand vous allez à Bonabia, vous retrouvez ces filles qui sont obligées de se reconvertir, pour qui dans la prostitution, pour qui dans quoi que ce soit, ça veut dire qu'elles ont du mal à s'insérer socialement. Je crois que c'est autant d'éléments qui devraient être comme un feu rouge pour servir au moins à alerter et à se dire, bougeons-nous, à pouvoir tout au moins respecter les conditions qui ont été posées par ses partenaires. La principale condition des partenaires, c'est la calmie. La principale condition, la condition sine qua non, la plus logique d'ailleurs, c'est qu'il y ait une sorte de cessez-le-feu. Parce que bien qu'on puisse être à même de reconstruire toutes les écoles, tous les centres de santé, il suffira qu'il y ait une rencontre entre les différents groupes armés et tout ça, pour que tout ça vole en éclats. Donc on aura construit des écoles, reconstruit des maisons et tout ça pour rien. Il va falloir encore recommencer. Et c'est pour ça que par rapport à ce que Momo Mbengan disait, les États-Unis ont dit la même chose. La population
de là-bas a besoin de se sentir intégré. Tant que le passé n'est pas encore réglé, on ne pourra pas avancer. Et la raison pour laquelle les États-Unis également, à travers Thibon Nagui, ont émis beaucoup de réserves, tout comme la France qui dit, pour qu'on puisse vous donner cet argent, il va falloir qu'il y ait le calme total, les armes doivent s'arrêter de crépiter. Donc, tant qu'on ne commence pas par là, tout ce qu'on pourra faire, on le fera peut-être, mais ça ne va pas réussir. Ça ne peut pas marcher. Parce que le risque, c'est que tout soit à nouveau détruit. Et on sera encore au même niveau. Par conséquent, quel est le meilleur des raccourcis? Il n'y a pas de raccourci. La gestion efficace et efficiente de la crise. C'est tout. Il n'y a qu'une seule solution. Si vous êtes dans un village où les gens sont en train de se bagarrer, et que vous avez décidé de venir construire votre maison là, soit le camp d'en face va venir vous voler votre fer, soit le camp de l'autre viendra vous porter vos sacs de ciment, donc vous allez être à un éternel recommencement tant que les deux parties n'ont pas encore décidé de s'arrêter. Donc on commence d'abord par là et on reconstruit après. Parce qu'on parle dans le plan de reconstruction de plusieurs hectares, 25 000 si je ne me trompe, pour que les gens puissent recommencer à faire la culture. Toutes les personnes dont vous étiez en train de parler, qui sont en train de souffrir ici aujourd'hui, sont ici parce que là-bas, il y a l'impossibilité de pouvoir vivre comme il se doit. Mais rassurez-vous que si on retrouve la sérénité, on reconstruit toutes les bâtisses, les maisons, les écoles, les centres de santé, des activités rémunératrices, génératrices de revenus, en tout cas, toutes ces personnes vont retourner chez elles et il n'y aura plus de problème à ce niveau-là. Ouais. De quelque façon que ce soit, il n'y a que la paix qui pourra aisément et définitivement régler le problème dont il est question. Oui, et en attendant justement cette paix, ou du moins cette paix passe également par le respect de ces conditions posées par des partenaires étrangers. Je crois qu'on a besoin de ces fonds pour offrir vraiment le minimum à ces populations qui sont aujourd'hui éparpillées sur l'ensemble du territoire national et même au-delà des frontières.